François Bon, tiers livre, un exercice qui va être un petit peu neuf pour moi, même si je l'insère dans cette rubrique très régulière depuis bien des années qui s'appelle les jeudis livres. Ouais, pas vouloir mettre des pions là, dans l'actualité, tous ces machins-là, mais simplement journal de mes lectures, non, plutôt ce qui te brasse de l'intérieur. Et c'est ça aujourd'hui qui va faire à la fois la difficulté, le défi, c'est-à-dire c'est un gros livre, énorme, c'est un livre-vie, un livre qui rassemble le boulot d'une vie, même si... alors je ne vais pas me préoccuper, il ne faut pas que je commence à dire, même si l'auteur ne sera pas d'accord, je tiens ma lecture, ce que je dois à ce livre. En plus, je ne l'ai pas encore complètement fini. Ça fait plusieurs semaines que j'avance émerveillé. Est-ce que c'est une découverte totale pour moi ? Non, parce que d'un côté, ces questions là, du paléolithique, de l'origine, j'ai déjà des tas de livres. Et, c'est une question qui pour nous tous est constante. Et c'est peut-être ça qui est le point d'approche du livre. Ça y est, je suis déjà barré en impro. C'est-à-dire c'est une question qui vaut pour nous tous, pour nous toutes. Et sur cette question-là, tout d'un coup, un pas en arrière et tu renverses la baraque de façon quasi copernicienne. L'autre point, c'est que l'auteur, Jean-Loïc Lequelec, il y a longtemps que je suis familier de son travail. Et c'est peut-être à ça que, d'abord, je voulais vous inviter. Jean-Loïc Lequelec, vous trouverez sur YouTube des conférences, des entretiens, beaucoup de confs. Et c'est bien d'être dans sa voix à lui, de voir comment il s'y prend. Sur son mur Facebook, vous pouvez le suivre. Quand il est en France, il y a des lectures, il y a des réflexions. Puis tout d'un coup, paf, il part un mois. Et puis, quand il revient, on a quelques vagues photos... là dans des grottes ou des abris ornés, puisque c'est de ça dont il est question, en Libye ou au Sahara. Et à ce titre, le travail de Jean-Loïc, j'en suis depuis longtemps familier. J'ai un outil sur ma table qui est peut-être encore plus gros. Alors là, c'est pas seul, Jean-Loïc Lequelec et Bernard Sergent, c'est édition CNRS. Bon, c'est pas des rigolos. Et c'est un dictionnaire de la mythologie. La question du serpent, ça vous tracasse ? Il y a un article serpent, un article sur Claude Gagneux, tiens, un article sur les filles, signes, un article sur l'étymologie, un article sur le culte des âmes. Et c'est pareil, dans la maison, le Grévis... dictionnaire d'étymologie, c'est les outils dont on sert en permanence, un dictionnaire des mythologies. Merci Jean-Loïc, il a rejoint, non pas l'étagère, mais là où tu les prends, tu vois. L'autre côté, c'est la Vendée, c'est aussi ce qui nous rapproche. Le Lequelec a fait un énorme travail d'anthropologie, de folklore, j'ai pas envie de mettre ces mots-là, mais longtemps qu'il habite là-bas, dans mon coin natal, qui n'est pas son coin natal à lui, mais ça nous a aussi fait un lien de plus. Il y a un autre dictionnaire, je l'aperçois là, je ne l'ai pas pris sur le dictionnaire des toponymes de Vendée, de chaque bled, et puis là, c'est plus traditionnel. La Vendée mythologique et légendaire, si c'est le Lequelec, certainement pas. Alors on y va, et pour y aller, je vais aussi faire un pas de recul. Comment j'ai rencontré ce gars-là ? C'était période Angers, donc 74, 75, 76, ça a été l'année de transition, échappé, viré de l'école d'ingénieur, etc. Période où ça allait pas vraiment bien. Ouais, j'avais des cahiers, oui, je commençais à gribouiller, mais dans ce petit monde-là, mais tu vois, t'as l'impression d'une espèce de ligne droite, là, et puis que devant, et c'est l'impasse. Ça collait pas. Cette histoire d'école d'ingénieur, des trucs. Et puis la légitimité, ouais, t'écris pour toi. Et puis là, dans ce contexte-là, peut-être aussi parce que tous on gratouillait des guitares, on bricolait des accordéons diatoniques. Il y a 2 rencontres qui se sont faites. Un réfugié chilien, on était juste après, 73, Ricardo Perlwitz, qui a commencé une démarche de luthier, mais complètement
à côté des normes. Et il y avait une espèce de double confiance qui s'installait. Même si elle n'était pas de façon sous-jacente, il y avait dire, bah, toi t'es l'artiste, et moi, dans notre amitié, je compense le fait que moi je ne sois pas l'artiste. Et ça, il nous a fallu du temps pour faire une marche arrière, c'est mené même à un genre de rupture. Et puis de l'autre côté, il y avait aussi les tracts, l'UNEF, les étudiants communistes à l'époque. On vivait un petit peu sur le dos de la Fédération des œuvres laïques, c'est-à-dire que tout le temps, c'est eux qui imprimaient les tracts à l'œil, qui faisaient les affiches et tout. Donc très souvent, j'allais là chez une dame qui s'appelait Jeanne Papiot, qui était aussi un peu la trésorière là, du PCF. Alors, je vous parle d'il y a longtemps, je vous parle d'il y a 50 ans. Tu te rends compte, hein? Et dans le bureau de Jeanne Papiot, avec son cendrier, un tas là, de mégots, et puis cette espèce de fraternité, simple aussi. Et puis, bon, une fois par semaine, il fallait passer prendre les tracts et les affiches, et puis les redistribuer. Ben, il y avait un gars, avec des cheveux longs, très blonds, je me souviens, un peu un taiseux, mais que j'ai reconnu parce que je l'avais déjà vu sur la scène folk. Ben, ce gars, il était là, alors je sais pas quel statut ça avait, comme une espèce de stage prolongé, mais en tout cas, il était étudiant, et puis étudiant, ben, comme aujourd'hui on aurait les services civiques par exemple, là, à la folle. Et pour moi, Jean-Loïc, c'était avant tout ça, c'était un violoniste. C'est-à-dire dans ces petits trucs là, des folk, des impros, il y avait un groupe là qui s'appelait Les Bords, il y avait des musiciens comme les frères Robin, par exemple Patrick et Titi Robin, dont vous suivez peut-être l'immense musique. Il y avait un guitariste qui s'appelait Laurent Engrand. C'était une espèce dans ces années 74-75, c'était un petit peu dans toutes les villes, et puis les festivals, une sorte d'effervescence. Alors est-ce que, selon le modèle américain, on pouvait retourner à nos sociétés rurales et trouver le même élan qui aux US a mené à tout un continent de musique acoustique, avec bluegrass, etc., newgrass. Peut-être on était un petit peu dans l'illusion, mais pour moi, à distance, je vois aussi une sorte de, pas de compensation, mais de s'extirper, disons, de ces cloisons là, du jeu politique de l'immédiat après 68, puis trouver autre chose. Bon, mais c'est pas le thème aujourd'hui. Simplement, pour moi, ce gars, qui était peut-être 2 ans, 3 ans de plus que moi, j'en suis même pas sûr, je ne peux pas vérifier, c'est marqué. C'était celui qui montait sur la scène avec son violon. Probablement qu'il avait eu une part d'éducation classique au violon, vous voyez bien ces démanchés, ces trucs-là, mais qui avait une élégance, quelle que soit la musique. Il se mettait dans cette musique, il l'emportait, ça s'envolait. Et ça, pour moi, c'était quelque chose d'autant plus énorme que c'était un petit peu, non pas mon drame, mais petit à petit, la prise de conscience que si la musique, c'était ce qu'il y avait de plus important, eh bien, moi, ma musique, c'est la myopie et ce que je devais aux lectures depuis l'enfance. J'étais pas prêt encore à ça. Il y avait une question peut-être de légitimité intérieure. C'est-à-dire que Ricardo d'un côté, Jean-Loïc de l'autre, il était donné à ces deux-là d'être artistes, de l'autre côté d'une frontière. Et cette frontière n'a pas se donner soi-même l'autorisation de la franchir. Je pense qu'avec Jean-Loïc, pour moi, c'est des discussions qui ont énormément compté. Je prenais l'habitude, là, à la folle, de m'asseoir un moment, taper le bout de gras. Petit à petit, une sorte... t'enlèves les œillères, tu repousses les cloisons. J'étais là dans quelque chose d'autant plus neuf que j'avais rien qui puisse servir de dire « Ah, j'écris », ni... d'autre chose, dire « Ah, je voudrais être un petit peu musicien comme toi tu l'es ». Non, mais intérieurement, se faisait progressivement la bascule, franchir cette cloison. Alors Jean-Loïc, c'était évidemment un personnage pour nous. Tu le voyais là dans cette petite ville de province, mais il marchait avec des pantoufles, des charentaises, là, en pleine ville. Bon, allez, il faut que j'arrête avec ça. Mais la dette et l'ancrage, c'est un petit peu là. Alors, est-ce que j'en ai besoin quand j'entre dans un livre pareil ? Non, certainement pas.
Alors je lui ai demandé un petit peu, parce que ça, il est très secret là-dessus, je prends là, le risque là d'en parler, mais voilà, genre de nos échanges qu'on peut avoir là dans nos petites messageries. Parce que quand je l'ai retrouvé, là, anthropologue, avec ce travail considérable depuis des années, c'est à dire, mais c'est passé comment de l'un à l'autre? Voilà l'histoire. L'anthropo, à ce moment-là, c'était pas plus que la guitare et le violon, disons, même si je lisais Castoriadis avec Délices pendant les récrés, la fac, c'est encore tout un truc. Je suis inscrit en psycho à Nantes, j'y allais d'Angers en stop, j'étais inscrit avec le statut étudiant salarié, je sais pas si ça existe toujours, j'ai comme un doute. C'est à ce moment-là, je bossais de nuit à Saint-Nazaire dans une usine de ceintures de sécurité, avec la tuile, que tu as peut-être connue à Angers, ouvrier typo anard, qui a fini par devenir prof d'histoire, puis est parti avec l'épidémie de sida. J'ai continué pendant l'épisode Fédération des œuvres laïques, j'ai été jusqu'au DUG. Aujourd'hui, c'est la 2e année. Ça n'existe même plus, le DUG. Maintenant, c'est licence pour le premier cycle. À mon retour de Libye, 4 ans après, donc, quand j'ai voulu reprendre, on m'a dit qu'il y avait des problèmes administratifs. En gros, que ces diplômes équivalents, c'était plus valable. Il fallait que je reprenne au départ. Alors, j'ai tout envoyé balader. Et c'est comme ça que tu deviens directeur de recherche au CNRS. Il y a comme un petit hiatus, non? Puis ça a été musique et compagnie. Et moi, la compagnie, je la connaissais. J'ai remis les pieds dans une fac que des années plus tard, une fois pour m'inscrire au diplôme de l'EPHE, l'école des hautes études, et une autre fois pour la soutenance. Ensuite, j'ai refait la même chose pour le doctorat, un jour pour l'inscription, un jour pour la soutenance. C'est une bonne formule, je trouve. Il était prof remplaçant aussi dans ces campagnes du Maine-et-Loire. Comment il en parle? C'est une autre astuce que j'ai adoptée un temps pour durer à l'EducNat. Quand t'es remplaçant, les collègues, profs et parents prennent leur mal en patience en se disant que tu vas bientôt partir. Donc baisse les bras, cesse de te faire suer alors que les gosses s'éclatent et en profitent, eux, tout au moins, pendant ce peu de temps où tu es là. Et je pense que ça devait fonctionner avec ce que transmettait. Alors c'est quoi l'anthropo et la Libye là-dedans? Puis après on parle du livre quand même, attention. Le boulot à la folle, c'était choisi. Je devais 10 ans de service à l'État, puisque j'étais passé par l'école normale. Vous savez, l'école normale d'instituteur. Ok, tu rentres, tu as un petit salaire, mais tu dois être fonctionnaire pendant 10 ans. Alors, maintenant, je crois que c'est plus souple que ça quand tu as fait Normal Sup, mais pour des tas de jeunes, ces dispositifs, ça a été essentiel. Donc effectivement, ils bossaient à la folle. Tout à l'heure, je vous ai dit des bêtises pour ça. C'était l'époque des tournées dans les petits bourgs avec la pièce Village à vendre. On formait aussi les gens à s'approprier les outils audiovisuels. Vous vous rendez compte? Dans le milieu des années 70, durant ces années-là, j'ai alterné ce boulot dont je garde de magnifiques souvenirs avec des congés sans solde, dits pour convenance personnelle. Et voilà. Moi, j'ai quitté Angers en 1977, après une période assez bizarre d'intérim. Je suis monté à Paris, et puis c'est là où ça s'est enclenché. Et lui, il a quitté Angers en 1976, rattrapé par le service militaire. Moi, je m'en souviens aussi. On avait un truc qui s'appelait les 3 jours. J'étais à Blois, j'avais pas dormi pendant les 3-4 jours. Je prenais du café. Donc j'avais les yeux encore plus myopes que je suis myope, plus un reliquat. Là, j'avais ramené toutes les radios là, d'une luxation de l'épaule que je m'étais fait en kayak à 17 ans. Ouf, t'es réformé. Ouais, mais il y en a d'autres qui sont pas réformés. Alors, en tant que violoniste, et attention, pas n'importe lequel, ça commençait à tourner déjà. Il demande à aller en Louisiane. Ça paraît normal. Louisiane, Libye, on dirait que l'administration militaire, elle s'est gourée d'une case dans l'ordre alphabétique. Avec l'absence de logique qui la caractérise, l'administration militaire m'a envoyé en Libye. Je suis parti la mort dans l'âme. Au retour, j'ai de nouveau pris des congés sans solde, fait 1000 petits jobs, soudage de circuits imprimés pour ordinateur, tissage de ceintures de sécurité, comme boulot de nuit. Ensuite, je suis retourné à la Ligue, etc., etc. Alors, quel rapport? Ça, tu vois, 76. Allez, 45 ans plus tard, bam, la caverne originelle. J'ai envie de faire j'ai mis des petits post-it juste là, sur les épigraphes de début de chapitre. Mésoaméricain. L'exercice sur la paroi consiste à fixer l'habitant invisible de la cavité. Jacques
Lacan. Les mots d'eux-mêmes s'exaltent à maintes facettes, reconnus la plus rare ou valant pour l'esprit, centre de suspense vibratoire, qui les perçoit indépendamment de la suite ordinaire, projetés en parois de grotte tant que dure leur mobilité ou principe, étant ce qui ne se dit pas de discours, promptent tous, avant extinction, à une réciprocité de feu distante ou présentée de biais, avec comme contingence Stéphane Mallarmé. Serre, vous avez franchi l'espace millénaire des ténèbres du roc aux caresses de l'air. René Char. Et mots pour nous, ils ne sont plus, n'étant plus que signes ni parures, mais la chose même qu'ils figurent, et la chose même qu'il paraît. De paraît, pas de paraître. Et ça ouvre, ouais, ça y est, on est dedans. Ça ouvre un chapitre qui s'appelle « Pourquoi faire signe ?» Et vous voyez l'iconographie, immédiatement en face, c'est des compositions, c'est une iconographie qui n'est pas là pour illustrer, mais qui est là pour comme amplifier le décalage très subtil par lequel on retraverse l'histoire de chaque question. Si je prends, là après je reviens à mes post-it, depuis la tentative de Leroi-Gourhan, qui voyait en certains d'entre eux des marqueurs ethniques, les signes résistent toujours à toute interprétation. Les auteurs se bornent le plus souvent à évoquer à leur propos un vague symbolisme, terme fourre-tout, trop souvent utilisé pour cacher notre ignorance. Il n'existe que 2 exceptions qui concernent les ponctuations et les tectiformes. Tectiformes, c'est ces fabriques abstraites avec des lignes dont on trouve beaucoup, par exemple en Australie, dans la culture aborigène, ou en Tasmanie. Et dans cet énorme livre de 800 pages, il y a un autre livre sous-jacent qui est justement tout ce qu'on découvre. En quoi la culture aborigène peut nous aider à élargir ces cloisons depuis l'inconnu ou le désarroi où on est devant l'œuvre paléolithique. Le mot œuvre n'est pas très présent ici. C'est pour moi me donner un appui. Les premières ont parfois été considérées comme des signes astraux, mais les propositions de ce type sont soit invérifiables, soit ne résistent pas à un examen rationnel. Nous avons vu que les seconds ont été un temps interprétés comme pièges assommoirs et que cela ne peut s'accepter, pas plus que la curieuse lecture de Dale Guthrie qui est persuadé qu'il s'agit d'entrejambes féminins stylisés, la thèse d'une schématisation. Vous voyez, ça y est, on est en plein dans la mécanique. Je continue juste mes petits post-it. Cette sorte d'anthologie. Mais vous voyez comme ça peut être totalement surprenant quand on reçoit ça Enfin, non, je ne l'ai pas reçu, je l'ai acheté de mes propres sous. Et je vous incite, même si le livre est cher, faites-le acheter par vos bibliothèques, vos centres de doc, n'importe où il sera. Il suffit de l'ouvrir, c'est un page turner. L'intelligence dit que la pierre est muette, l'amour dit qu'elle a peur de parler. Alain Bosquet. Le ciel est fait de l'ombre au fond de l'eau, ce n'est pas très vrai, mais c'est très beau. Boris Vian. Les flammes de la terre s'évadent par les seins. S-E-I-N-S, dit Paul Éluard, dans Capitale de la douleur. Voici dans les rochers l'accès du corridor. Il descend dans la nuit au cœur de la planète. Le bruit du monde ici se dissout et s'endort. À son seuil, le soleil et la lune s'arrêtent. Robert Desnos, La caverne, 1944. Aimez-vous le passé et rêvez d'histoires évocatoires aux contours effacés? Paul-Jean Toulet. Et retrouvez Charles Julier. Et loin dans les profondeurs de la grotte où bas l'océan se dilate, mon brûlant galet. Et puis, tout en tête du bouquin, ce serait presque jaloux de l'hommage, un avant-propos. On ne sait pas si on va tomber sur une nef à peinture, des vaches triomphantes ou des loups apeurés, une vague main peinte ou rien. Pierre Michon, La Grande Beune. Et comme j'ai remonté mes petits post-it de la fin jusqu'au début, juste le tout dernier, et puis on passe enfin au livre. Maintenant,
méditez tout cela et concluez. William Shakespeare. Donc tu vois le cadeau qu'il nous fait, le Jean-Loïc, c'est-à-dire que d'un côté tu aurais le boulot des savants, et puis d'autre côté tu aurais les bricoleurs, au sens où Lévi-Strauss emploie le mot bricoler, il revient là-dessus sur cette question. Parce qu'ils sont tous présents, aussi bien l'abbé Breuil que Jean Clotte, que évidemment le roi Gourand, évidemment Lévi-Strauss. Mais que là où la science se pose juste comme question, là où je ne sais pas comment je peux m'empêcher de remplacer ce non-savoir par une théorie qui me justifie, mais qui me sépare de ce non-savoir. Et m'en sépare parce que j'ai appliqué à ce non-savoir des catégories qui ne lui appartiennent pas. Ce serait peut-être ça, la figure logique principale, où la science se met en question. Là, merci Jean-Loïc, c'est la littérature qui sert de projection, là, dans cet inconnu. Et ça, c'est un cadeau énorme. Parce que nous, en littérature, qu'est-ce qu'on cherche, là ? T'écris pas sans avoir chaque fois là, sous la main, même si c'est la main à clavier, l'idée que c'est l'origine du langage que tu cherches à évacuer là, du présent pour retrouver ses forces beaucoup plus primordiales. Et pourtant, on utilise le langage et puis la sédimentation d'une histoire de langage. Évidemment, tiens, voilà, c'est le genre de choses. À un moment donné, tu as un chapitre incroyable sur Néandertal et quelle langue pouvait parler Néandertal. Comment on pouvait travailler avec des structures mentales qui permettent l'association de mots, je nomme ça, et de verbes, je fais ça, mais qui ne peut pas passer à une étape plus projective, qui sera le lot ensuite de la narration de Sapiens. Et je ne veux pas résumer, je ne veux pas entrer là. En plus, c'est un savoir moi, qui me déborde par la masse, par l'ampleur là, du renversement qui est entrepris et par le fait que je ne sois pas un scientifique. Il y en a un autre, François Bon, qui s'appelle François Bon, archéologue en un seul mot. Alors, ce petit livre-là, Sapiens. Mais c'est pas moi, c'est un autre. Mais le Québec, quand il nous embarque dans ces questions de langage, on découvre qu'il y a des études aussi sur, par exemple, le fait que Néandertal avait un cerveau qui s'était énormément grossi, beaucoup plus grossi que Sapiens, mais que ces fonctions langage ont pu fonctionner comme économie d'énergie presque, ou logique qui a permis d'utiliser énergétiquement une bien moindre consommation mentale par le fait même de la narration. Alors, et c'est ça l'enjeu de la Québec. C'est-à-dire, est-ce que tu dis tout d'un coup, waouh, j'ai trouvé la théorie qui explique tout? Non. Tout d'un coup, il fait marche arrière. Et c'est pour ça que je peux m'autoriser aussi à parler du livre. Que depuis là quelques semaines que je suis à le lire, ce que m'autorise Jean-Loïc, c'est marche arrière sur ci, marche arrière sur ça. Alors sur quoi? Toutes ces interprétations. Par exemple, prenez Georges Bataille, la naissance de Lascaux. Lascaux comme art. Oui, mais on a des bouquins entiers là-dessus. Est-ce que c'est de l'art? Qu'est-ce qu'on projette, nous, comme une sorte d'anticipation avec une notion d'esthétique? Ce concept d'esthétique qui est le nôtre, sur quoi on peut s'appuyer pour le faire déborder vers l'amont? Un chapitre de ce livre. Et c'est merveilleux. Mais ça vaut aussi pour les questions de religion. On adore, ce sont des cultes. Alors oui, à mesure que tu vas étudier, il le fait citer des tas d'études, des tas de pratiques cultuelles, de transe. Ouais, mais il se trouve aussi que ça colle pas complètement. Si tu en fais un mode d'interprétation univoque, à ce moment-là, ça casse. La démarche de Le Québec, c'est d'étudier... oui, d'accord, prenons cette thématique du culte et de la transe en sens qu'elle peut être une espèce de proto-religion. Essayons de séparer à partir du matériau
que archéologiquement on peut constituer une séparation depuis le fait que nous, on travaille mentalement avec l'idée d'une proto-religion. Eh bien, il y a peut-être tant d'exemples qui collent, mais voilà la proportion en pourcentage de ceux qui ne collent pas. L'idée des animaux qu'on affronte, l'idée des grandes chasses, ah ouais, ça aussi, tu as des livres entiers là-dessus. C'est formidable. Mais qu'est-ce qui explique que les pourcentages là, de bestioles représentées sur les murs n'ont rien à voir avec les pourcentages là, de ce qu'ils mangent et chassent, et qu'on retrouve lorsqu'il y a les ossements sur les foyers et qu'on a leurs débris alimentaires. Et l'idée même de chasse, est-ce qu'elle est constitutive? Est-ce qu'on a peur quand on chasse même ces grandes bestioles dans l'organisation collective? Oui, il y a des chasseurs qu'on peut représenter. La question de l'anthropomorphe. Il y a des petits bonshommes à Lascaux et ailleurs. Mais est-on sûr qu'il s'agit d'êtres humains sous prétexte qu'ils sont anthropomorphes? Eh bien, tu prends le pourcentage. Tu prends combien sont des êtres animalisés. Des figures anthropomorphes, il y en a de magnifiques à Chauvet aussi, avec des têtes d'animaux. Ça signifie quoi? Qui sont ces anthropomorphes du fond des grottes? S'ils sont en partie animalisés. Animal, vous avez dit animal? Mais regardez dans Buffon. Dans Buffon, il y a encore une séparation, et pourtant que c'est beau la phrase de Buffon. Qu'est-ce qu'on lui doit à Buffon? Il utilise très souvent des expressions comme l'oiseau et l'animal. Pour Buffon, les oiseaux ne font pas partie des animaux. Et c'est cette espèce d'élargissement continuel, thématique par chapitre. Ah ouais, ils utilisent des symboles. Ça veut dire quoi le mot symbole? Il vient d'où le mot symbole? Et puis on peut utiliser l'idée que ça symbolise quelque chose sans parler de comment et quoi ça symbolise. Alors je ne vais pas démultiplier, je ne vais pas faire l'inventaire, là, ce qui est énorme. Par exemple, on nomme des périodes, l'Aurignacien, le Magdalénien. Ben oui, parce que dans ces années 1860, 1880, c'est là où sont les premières explorations de grottes ornées. Mais ces grottes ornées, tout simplement, eh bien, on nomme la période qui est celle qu'on peut y repérer d'après le toponyme. Et qu'est-ce que c'est important, ces questions de toponyme? Eh oui, mais combien de temps ça va mettre? C'est-à-dire combien là, par exemple, on a 452 grottes ornées paléolithiques recensées. Ah ouais, toi, évidemment, t'as entendu parler de Lamoute, de Altamira, de machin. Puis sinon, Lascaux, Cosquer, Chauvet. Eh ouais, mais 450. Et tout d'un coup, quand tu passes à cette échelle-là, qu'est-ce que ça donne? Et là, je vais y arriver. Mais chapitre éblouissant aussi sur quand on découvre ces grottes, justement dans ces années 1870-1881 jusqu'à 1900. On se dit, tiens, y a des petits rigolos qui sont venus là et puis qui ont fait des petits dessins. C'est étrange, quand même, qu'on fasse ça, là, dans ces endroits inaccessibles. Mais imaginez que ça nous provienne, là, directement, presque par court-circuit, de temps qu'on n'est pas capable encore d'évaluer. Eh bien, sur 20 ans, 1880-1900, il y a la prise de conscience collective de l'ancienneté totalement impossible pour ces hommes-là. Et pourtant, quels hommes ce sont? C'est quelque chose qui est magnifique dans le Québec, c'est qu'il s'inscrit dans une tradition d'archéologue, anthropologue, explorateur, préhistorien. Non, le mot préhistoire n'est pas là. Et il s'inscrit dans cette tradition, alors il respecte tous ceux qui ont mis leur vie dans ces aventures et ces interprétations. Et ce respect, là, c'est des centaines, je dirais, d'histoires, de noms, de récits, d'entreprises, de vérifications que ce type paye au prix de leur vie tout entière. Et ça aussi, c'est formidable, de ce point de vue-là. Alors, prenez ça comme thématique. Allez, le Québec, t'as 20 pages, et refais-moi l'histoire, plus quelques images, de comment on a pu se rendre compte
de l'ancienneté de ces œuvres. Et puis tout d'un coup, tu les as, les pages. Alors par exemple, immédiatement, il y a d'autres choses. Oui, un petit enfant qui commence à dessiner, tu as des symbolisations. Est-ce que la temporalité de ces œuvres dans leur gestation, leur datation, c'est précisément venir progressivement à la figure dans son rapport au mime et au réel. Eh bien, sur ces questions du rapport des dessins du paléolithique aux dessins d'enfants, il y en a plein qui ont écrit, il y en a plein qui ont mis le meilleur, y compris et ça déborde, c'est aussi des psychologues, c'est aussi... tu as 20 pages, le Québec. Vas-y sur cette question du dessin d'enfant. Et puis il y a des mots qui surgissent, il y a très peu de mots savants, très peu de mots que tu sois obligé d'aller chercher ou comprendre, mais par exemple le mot aniconique, A-N-I-C-O, c'est des œuvres non figuratives, mais des œuvres qui ne sont pas en tant que telles construites pour faire image. Et c'est fascinant, c'est y compris même l'idée des mains, l'idée des parois, comment la position, on a des témoignages d'enfants levés à bout de bras pour ces mains négatives, en fonction de la hauteur, et tout ça. Il y a de très beaux passages aussi sur qu'est-ce qui fait que pendant des décennies, tout d'un coup, tu avais le chasseur mâle, le peintre mâle, et puis la tribu, là, à ses pieds. Non. Comment statistiquement on peut définir là dans les mains négatives? C'est pas le Québec, il reprend, il fait état de tout ça sur comment on peut l'attribuer à des femmes ou des enfants, simplement par exemple avec les statistiques là, de longueur de l'auriculaire avec l'index. Et tout ça chaque fois, tu vois des petites choses que tu pensais pouvoir considérer comme sûres parce que tu as tellement besoin de ces récits. Et puis, ça s'éloigne. Et c'est ce mouvement d'éloignement qui est beau en permanence dans ce livre. Alors, évidemment, il y a un renversement. Et à Jean-Loïc, quand je commençais à m'immerger là, dans ce livre, moi, le référent formel, c'est Freud, la Traumdeutung, l'interprétation des rêves. C'est pas souvent que je le sors, c'est pas souvent que je parle de ces choses-là. Mais vous savez que dans la Traumdeutung, là, j'ouvre au hasard. Mais il y a bien quasiment le premier tiers du livre qui est Freud analysant et discourant l'ensemble de la littérature d'interprétation des rêves avant lui. Et puis ensuite, il amène sa théorie. Et ce livre est un peu construit comme ça, c'est-à-dire c'est passionnant de toute façon parce que tout fait objet de débat. C'est-à-dire comment le fait que nos vieux savoirs occidentaux aient été capables de reconnaître les premiers ces grottes, même indépendamment de Lascaux, dont la découverte est assez tardive, par rapport à l'ensemble de ce mobilier, puis même la grotte par rapport à ces œuvres qu'on emmène avec soi, gravées sur des pierres, gravées sur des os, ce qu'il appelle l'art mobilier. La différence entre ce qu'on trouve sur les ouvertures de grottes et puis dans les intérieurs de grottes, y compris dans des coins totalement inaccessibles, impossibles à voir. Tout fait œuvre et tout fait récit parce qu'il y a ces gens qui sont allés arpenter le fond de la terre ou les déserts. Et puis tout d'un coup, là, il y a une bascule. La bascule, par exemple, c'est justement ces questions de l'ordre du langage. Ça va. Les questions de l'ordre de l'oralité. Oui, parce que l'oralité, ça survit pas, ça passe pas, l'épreuve du temps. Par contre, hein, dans la multiplication des langues, dans la multiplication des civilisations, oui, tu peux trouver traces des histoires, traces des mythes. Et ces mythes, dans le fractionnement, dans les migrations, peuvent être considérablement anciens. Et on peut attester de leur ancienneté par leur fixité. Alors, on parle de Descola, par exemple, dans les modes civilisationnels et culturels des peuples là, qu'on appréhende, le rapport aux objets, le rapport à l'incantation des noms.
Et ça dessine des cartes. Et des cartes, il y en a plein, là, chez Le Quellec, par exemple. Vous prenez les découvertes des grottes, vous prenez les datations des grottes, et puis vous prenez aussi les cartes météorologiques. Le recul, par exemple, quand la banquise, elle venait jusqu'à Amsterdam, et puis que ça s'en va ensuite. Et puis tout ce travail sur l'idée que ça nous donne une sorte d'ethnocentrisme. Ah ouais, ce grand arc qui part de l'Atlas, toute la péninsule ibérique, et puis qui remonte à l'Allemagne, en passant par nos grottes ornées. Moi, juste à côté de mon petit patelin, c'est vrai, dans la Vienne, il y a les grottes du Chafaud. Enfant, enfin ado, disons, on y allait en vélo, disons de la 6e à la seconde, mais 68. Qu'est-ce que c'était? Tu rentres pas dans le Chafaud sans cette même traversée intérieure du temps. Même si on était incapable, en tant que petits ados, d'aller dans les endroits où avaient été trouvés les os gravés ou les signes reconnus par les archéologues, qui étaient des signes justement aniconiques, des signes d'avant la possible représentation. Comment se construit la notion d'image? Là, tout ça, j'ai un petit peu mélangé, zappé ici, mais qu'est-ce que c'est fascinant de se reporter à la naissance des questions. Et donc, pour ce qui est des récits, des narrations, le coup de force de Le Quellec, c'est d'utiliser des statistiques, d'utiliser des outils de recension et des outils de déploiement statistique. Prenez 5 récits avec construction de mythes, la terre souillée. Prenez les 5-6 récits essentiels de fondation, et puis fabriquez-en les cartes. Eh bien, ces cartes, elles dessinent des points où les civilisations et les cultures qui les emploient les renouvellent, en continuent l'usage dans le fond de leur secret. C'est peut-être ça l'histoire, tout secret. Elles n'ont pas de contact entre elles, entre eux. C'est pas possible. Par contre, ça peut redessiner des vieilles cartes migratoires. Et à ce moment-là, ces répartitions statistiques permettent, c'est là où je ne veux pas remplacer ni Jean-Loïc, ni la lecture du livre. C'est-à-dire, si on disait, dans ces mythes, il y a un mythe en particulier, la caverne originelle, ce mythe de l'émergence. Alors évidemment, il y a toute une iconographie, il y a tout repère, tout ça. L'homme et l'animal sont confondus dans une même entité vivante. Ils sont au fond de la terre, qui n'est pas un principe ni de matrice ni féminin. Fais-moi un chapitre, Jean-Loïc. Mais est-ce que tu as fait la carte statistique des endroits où la terre et le ciel, c'est la terre qui est masculin et le ciel qui est féminin? Voilà, tu prends 15 pages, et puis tu l'as fait la carte statistique, et puis tu vas comprendre quelque chose. Vous voyez, résume Le Quellec, et qu'on dit, voilà une explication rationnelle, élaborée scientifiquement, de comment un mythe particulier, celui de l'émergence originelle, cette entité homme-animal qui sort de la grotte et qui devient l'homme fragile. À ce moment-là, Le Quellec, il devient une histoire de son propre livre, et c'est pas ça. Donc ce qui est fascinant là, dans cette bascule, et moi je vais m'arrêter là, c'est comment ces outils-là, qui sont informatiques, statistiques, et qui sont, et c'est ça pour moi peut-être le plus révolutionnaire de l'ensemble, établis depuis l'univers de la narration, de l'oralité avant écriture, ou de la bascule, bien plus rare, vers l'écriture, et que tu peux prendre une connaissance concrète de ces récits de mythes qui ne sont plus les nôtres, mais qui... Est-ce que ça explique? Non. Mais à ce moment-là, tu peux te présenter toi, devant ces mains, devant ces dessins, figures, ou devant cet ordre aniconique de la représentation qui pouvait être celui de Néandertal. Et
t'ouvrir un petit peu à toi-même. Pas question de résumer le Québec. Pas question d'en faire le nouveau Copernic de la préhistoire. Voilà. Là, il te regarderait avec un drôle d'air. Mais et si c'était ça, les romans dont on avait besoin, et encore plus aujourd'hui. Très fier d'être l'ami de ce bonhomme-là.